Alors aujourd'hui, nous allons voir qu'est-ce que l'itération épistémique en prenant l'exemple des classifications psychiatriques. Il faut comprendre dans un premier temps que la conception du sujet de la psychiatrie a évolué au fil du temps. On peut reconnaître en haut à gauche une vision de la psychiatrie dominée par la psychodynamie, mais également le sujet peut être conçu de manière phénoménologique, et puis on reconnaît un des troubles décrits par un système nommé néo-kraeplinien à travers le DSM, et puis des approches moins connues, par exemple autour des TCC, des réseaux de symptômes, et puis finalement des neurosciences et même de modèles mathématiques. Pour rappel, il existe plusieurs classifications qui sont le reflet de ces systèmes de pensée et de cette manière de penser la psychiatrie. Alors voici quelques contributions du DSM, puisque celui-ci étant attaqué de toutes parts, il paraissait plutôt judicieux de rappeler en quoi ces contributions pouvaient servir la psychiatrie d'une certaine manière. Ce sont des contributions qui sont historiques, pour donner des valeurs à la santé mentale, législatives en soutenant la défense des patients, politiques servant de boîte à outils décisionnelle, économiques pour le remboursement, sociologiques pour l'accompagnement, et puis expérientielles pour une désignation des maladies qui peut être bénéfique. Et donc l'ensemble de ces contributions a pu être nommé par Lara Kuck un hub épistémique, c'est-à-dire qu'il y a une manière de répondre à différentes problématiques et questions pour différentes spécialités et disciplines à travers le DSM. Deuxième proposition concerne les RDoC. Il s'agit de localiser les fonctions cérébrales et à différentes échelles d'analyse au sein du cerveau. Les RDoC sont de plus en plus étudiés au fil du temps depuis leur première proposition en 2009 et constituent une perspective de recherche translationnelle entre neurosciences et psychiatrie, considérant une approche dimensionnelle de la psychopathologie, c'est-à-dire que les diagnostics sont considérés selon un continuum et avec des mesures qui sont valides à l'intérieur des unités des RDoC, une structure qui est générale puisqu'elle englobe toute la psychopathologie, une structure également intégrative puisque chaque échelle d'explication des gènes en passant par les molécules jusqu'au comportement auto-rapporté sont considérées sur la même échelle et des construits qui intègrent des données probantes. Et enfin, il n'y a pas de définition fixe des troubles, mais la volonté de faire évoluer la matrice. Troisièmement, la HiTOP. Il s'agit d'une classification qui est à la fois hiérarchique et dimensionnelle, c'est-à-dire qu'au sein de chaque case de ce modèle, on retrouve un continuum décrit en fonction du vécu du patient. Et elle est hiérarchique puisque les dimensions supérieures sont larges et englobent de nombreux symptômes et les dimensions inférieures sont plus restreintes. Quatrième temps, les réseaux de symptômes, une manière de considérer les troubles psychiatriques sans supposer une essence sous-jacente à ces troubles, mais en prenant en compte les interactions entre symptômes. Par exemple, sur le schéma, E1 représente un événement extérieur qui active certains symptômes, eux-mêmes pouvant en activer d'autres, et ce système se perpétuant, comme le montre la phase 4, en tant que réseau actif à l'état stable. Dans ce sens, la santé mentale peut être conçue comme un état stable d'un réseau qui est faiblement connecté. Et enfin, un modèle bien connu dans la littérature correspond au modèle de stadification ou modèle de staging. On voit ici l'évolution d'une maladie d'un trouble comme la psychose, de la naissance voire de la période préconceptionnelle jusqu'au premier épisode avec des rechutes. Et le modèle propose de considérer dans un premier temps, donc dans les premiers stades de la maladie, de nombreux symptômes aspécifiques, donc de différentes couleurs qui ne se sont pas encore cristallisées au sein d'un trouble. Donc on voit sur le schéma du haut comme du bas que ces symptômes petit à petit vont se condenser et vont former un trouble tel qu'ils sont décrits dans le DSM. Alors le fait de considérer différentes classifications pour un même sujet psychiatrique nécessite de comprendre comment s'opère le progrès médical et plus généralement le progrès scientifique. Eh bien, Asok Chang en 2004 a proposé la notion d'itération épistémique, c'est-à-dire un processus qui itère, donc qui progresse petit à petit, pas à pas, pour donner du sens. Donc c'est le terme épistémique. Et dans cette internationale
perspective sur la philosophie de 2017, Kenneth Candler et Axel Chang discutent autour des classifications et de cette itération épistémique. Nous allons voir par la suite que cette discussion peut être axée autour de 4 points. Faire un constat et poser une question d'une difficulté qui réside en psychiatrie, utiliser un outil qui permet d'y répondre, développer un discours et garder une humilité. Alors quel constat peut-on faire ? Eh bien, il existe sans doute plusieurs classifications parce qu'il est difficile de découper les troubles psychiatriques au même titre qu'on sépare intuitivement un animal d'un autre, comme les baleines. Eh bien, cette séparation des animaux, elle permet de facilement développer un arbre classificatoire, une taxonomie, et c'est beaucoup plus difficile en psychiatrie en raison de cette difficulté à couper la nature à ses articulations. Alors cette difficulté pose une question, est-ce que le pluralisme des nosographies, c'est-à-dire la diversité des classifications précédemment citées, ne serait pas le reflet de cette difficulté à couper la nature à ses articulations ? Et donc, peut-on avancer un pluralisme par défaut qui existerait parce qu'on ne sait pas trop comment délimiter un trouble d'un autre ? Alors pour explorer cette question-là, eh bien la notion d'itération épistémique, développée par Axel Chang et adaptée par Candler, propose de regarder le processus en médecine ou en sciences en général, et de s'apercevoir que l'itération est constante, elle est toujours présente en sciences. Par exemple, le tableau des éléments a été développé de manière incomplète, puis raffiné au fil du temps. De la même manière, on ajoute des couches de signification, le sepsis ayant été au départ conçu comme une infection, puis finalement comme une infection et un trouble immunologique ou inflammatoire, et également par des difficultés d'extraction de l'oxygène. On peut aussi concevoir que l'itération est présente en science parce qu'il y a une différenciation. Par exemple, le diabète a été splitté, c'est-à-dire séparé en 2 types. Puis il y a des fois une itération qui cause une implosion, la théorie des humeurs qui a pu disparaître, et parfois ces théories convergent, comme la théorie des cordes qui rassemble relativité générale et mécanique quantique. Et puis, dans le cadre des classifications psychiatriques, les itérations peuvent être parallèles, comme on l'a vu, avec différents types de classifications. Et en fait, ce parallélisme peut même correspondre à une sorte de cacophonie nosologique en apparence. Alors à quoi sert l'outil itération épistémique ? Eh bien, comme le montre la citation d'Axel Chang en haut, il ne s'agit plus de découper la nature à ses articulations, mais sans doute de prendre ce qui est présent et puis de regarder comment ça évolue. Alors là, qu'est-ce qu'on prend ? Une classification, tout en regardant qu'il y a une contingence historique, c'est-à-dire qu'elle s'est développée selon une certaine histoire, en prenant en compte des facteurs culturels, environnementaux, la vie du patient. On prend en compte le fait qu'il y a eu des succès et des échecs, et tout cela permet d'articuler autour de l'objet classification des valeurs, des objectifs, des controverses, des discussions. Que s'est-il passé avec une classification comme le DSM ? Eh bien, tant qu'il n'a pas implosé, on le conserve. Il y a un principe de conservatisme, notamment décrit par Candler en 2013, et puis ce principe nécessite quand même d'identifier des limites. Et on le voit, les troubles de personnalité dans le DSM ont tenté d'être développés de manière dimensionnelle, et du fait de limites méthodologiques, cette proposition a été reléguée à la fin du manuel, en tout cas pour le DSM-5. De même, on a pu identifier des systèmes parallèles. C'est donc l'idée de développer les RDoC qui viennent d'être présentés pour lever certaines des limites posées par le DSM. De la même manière, on peut penser à diviser le domaine, voire penser à un changement révolutionnaire, comme cela a pu être le cas entre version psychanalytique de la psychiatrie et une version néo-kraepelinienne. Voilà, donc pour conclure cette diapositive, l'outil itération épistémique permet de prendre en compte la classification avec tout son environnement et de concevoir qu'elle n'est pas parfaite, qu'elle a des limites et que ces limites peuvent être levées. Si on regarde plus précisément quelles sont ces limites et qu'on essaie de les discuter, on s'aperçoit que la classification peut évoluer dans ses progrès vers un mauvais minimum local, c'est-à-dire que en raison d'une sorte de dépendance au chemin déjà parcouru en termes de progrès médical, eh bien les progrès vont aller proposer une manière de voir le patient psychiatrique qui n'est pas optimale, comme on le voit dans le creux qui n'est pas le plus profond sur la figure. De la même manière, il peut y avoir un excès de développement, c'est-à-dire que
eh bien, il peut y avoir plusieurs systèmes en parallèle, c'est quelque chose de positif, mais cela peut aussi s'avérer délicat lorsque différents systèmes en psychiatrie s'opposent. Et donc, pour résoudre ça, il faut accepter que la vérité est sans doute distribuée. Enfin, l'itération épistémique permet de discuter autour des processus créatifs qui nécessitent de nouvelles idées, et parfois il y a un tarissement des sources d'idées. Alors, pour résoudre cela, autour de l'itération épistémique, il a pu être discuté l'idée d'aller chercher, selon la formule de Feuermann, dans différents systèmes, qu'ils soient scientifiques ou non scientifiques, des réponses et des solutions. Et puis, il y a peut-être la nécessité d'avoir de véritables réalités psychiatriques et pas seulement des constructions sociales. Et donc, sans doute, l'itération épistémique pose la question de savoir s'il existe une réalité en ce qui concerne les troubles psychiatriques. Et en fait, ce dernier point pose vraiment un problème plus profond parce que, en fait, si le pluralisme lié à l'itération épistémique est valable, eh bien, il peut tendre vers un relativisme, c'est-à-dire que chaque système serait valable. Et donc, en effet, il faut concevoir un certain réalisme. C'est-à-dire qu'il faut concevoir qu'il y ait quelque chose, au même titre que les baleines, les animaux, qui appartiennent à une certaine réalité. Donc, concevoir qu'il y a une réalité psychiatrique pourrait permettre d'éviter le relativisme. Donc, tout en acceptant des perspectives sur un même objet, donc en acceptant le pluralisme, il faudrait, pour assurer la cohérence du champ, défendre une réalité psychiatrique. Alors maintenant, la question qui se pose, c'est est-ce que la réalité psychiatrique, par exemple, de la dépression, doit être conçue de cette manière? Et la question qui reste ouverte est est-ce que cette tension vers le réalisme doit nécessairement être biologique et essentialiste? Merci pour votre attention.